Salut à tous et bienvenue sur LL Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Vampire la Masquerade Chapters. C'est une vidéo que je n'avais pas prévu de tourner initialement puisque je pensais m'arrêter au 4e épisode. Là, on sera sur une 5e vidéo consacrée à ce jeu. Ce qui m'a motivé, c'est que aujourd'hui, nous allons aborder des étapes intermédiaires entre deux chapitres. Dans le livret de règles, il est prévu, au moment de redémarrer un nouveau chapitre, un certain nombre d'étapes. Et ces étapes sont intéressantes en tant que telles. Alors, quelles sont-elles réellement? Donc, pendant cette vidéo, on va aborder trois de ces différentes étapes. La première va concerner le bris de mascarade. On a subi un premier bris de mascarade à l'issue, enfin pendant le premier chapitre qui se déroulait au parc botanique, et je n'ai pas traité les conséquences de la progression du marqueur de mascarade. Donc on va voir que ça a des conséquences sur la campagne, et on va aborder ça. On abordera cet aspect, notamment sous l'angle de la découverte du contenu d'une enveloppe que je n'ai jamais ouvert. Elle est scellée pour l'instant. Je ne sais pas si on le voit, voilà, elle est scellée, je ne sais même pas où elle s'ouvre, ah bah si, elle est collée. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, avant chaque chapitre, on peut troquer nos points d'XP ou nos faveurs contre des éléments qui vont venir améliorer notre personnage, soit des attributs et compétences, soit des objets. Donc ça, ce sera le deuxième aspect. Troisième aspect, qui concerne encore notre personnage, donc là en l'occurrence c'est Jadeline Duplessis. Celle-ci, à l'issue du chapitre, on était au chapitre 2, est assoiffée. Donc, elle envisage de se restaurer à la manière d'un vampire, notamment à travers une séance de chasse. Et donc, c'est cette séance qui fera aussi l'objet d'un moment dans cette vidéo. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Donc, sans attendre, on va se lancer tout de suite dans le règlement de ce premier bris de mascarade là que nous avons déclenché lors du premier chapitre. Dans le livret de règles, le bris de mascarade est mentionné à l'occasion de la définition du marqueur principal, le marqueur principal étant ce plateau. Donc on a bien le suivi des bris de mascarade, et donc on a l'explication thématique de la correspondance du bris de mascarade avec le matériel et donc l'histoire. Et puis derrière, alors c'est pas forcément très intuitif, on trouve aussi un petit tableau ici qui nous indique que chaque fois qu'on augmente le marqueur de bris de mascarade, on doit faire ce qui suit. Et donc on a un tableau en fonction de si on a modifié de 1 la position du marqueur de bris de mascarade, on ouvre l'enveloppe 1. Si on l'a bougé de 2, on joue le chapitre 2, etc. etc. Bon, voilà. C'était pas bien clair, vous voyez que là j'ai pris des notes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, en lisant ces instructions, si on doit effectuer les opérations indiquées dans le tableau au moment où vraiment le marqueur se déclenche, ou au moment où on cumule les points, ou à d'autres moments, on ne sait pas. Et dans les errata, il y a des précisions qui sont apportées en 4e page. Alors, les précisions sur le livret de règles sont vraiment à la fin de l'errata. Et donc, on a un petit paragraphe qui concerne les bris de mascarade et qui dit, voilà, page 32, donc ce qui concerne la page 32 du livret de règles, c'est le symbole ici. Page 32, donc on est bien page 32 mise en place. Ce petit paragraphe nous dit clarification sur le moment auquel ouvrir les enveloppes. Nous réalisons que le moment où vous devez ouvrir les enveloppes de bris de mascarade n'est pas très clair. Donc, il est proposé d'ajouter l'instruction suivante juste avant la liste de conséquences, donc avant cette liste-là, page 32. Quelles sont ces instructions? Eh bien, on nous dit, lorsque vous terminez un chapitre ou une chasse, ou vous avez augmenté le marqueur de bris de mascarade, faites ce qui suit, tout dépendant des points que vous avez cumulés. Alors même là, je trouve que l'explication n'est pas formidable. Toujours est-il que ça donne un peu plus de sens quand même à ce chapitre. Là, par exemple, à l'issue du premier chapitre, j'ai cumulé un bris de mascarade.
Donc il est très clair qu'à ce moment-là, je dois ouvrir l'enveloppe numéro 1. C'est ce qu'on va faire maintenant. Si j'avais cumulé 2 bris de mascarade, eh bien, j'aurais à ce moment-là, selon l'instruction, eh bien, j'aurais joué le chapitre bris de mascarade 2. Donc on va voir hein, un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être que dans l'enveloppe, on a des éléments qui vont nous éclairer. Donc on va l'ouvrir. Alors évidemment, attention au spoil, hein, parce que là, ça va être un énorme spoil, puisqu'on n'est pas censé du tout savoir ce qui est contenu dans cette enveloppe. Même moi, du coup, je vais détruire le matériel. Elles sont vraiment scellées, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est bien l'enveloppe numéro 1, j'espère qu'il n'y a pas de problème de numérotation. Voilà. Là, ça y est, j'ai ouvert, j'ai même déchiré l'enveloppe pour le coup. Tant pis. Et on sort les éléments. Ok, donc on tombe sur transgresser le premier, bris de mascarade numéro 1. D'accord. Donc, eh bien, là en l'occurrence, on nous dit d'ouvrir l'enveloppe, on ne nous dit rien d'autre. Par contre, s'il y a 2 points, on nous dit de jouer le chapitre bris de mascarade numéro 2. Là, c'est le bris de mascarade numéro 1, donc je pense qu'on peut retourner cette carte et voir ce qu'il y a derrière. Donc attention, encore une fois, c'est un spoil majeur. Donc, soyez prévenus. Allez, c'est parti, on y va. Malgré mon jugement, j'ai été enclin à utiliser votre coterie de nouveau-né, inexpérimenté, plutôt que ma propre meute. J'estimais vos capacités, votre position générale et, je le pensais, votre discrétion. Cette dernière a été désavouée par votre récente sortie, et je me retrouve maintenant avec la tâche désagréable de faire le ménage derrière vous. J'ai dû tirer de nombreuses ficelles, ainsi que mobiliser et influencer des relations humaines pour faire disparaître les résultats de votre insouciance. Cela jette une ombre sur votre coterie et m'apprendra à être plus prudent quand je traiterai avec vous dans le futur. J'attends mieux de votre part. Je crois en vos capacités qui permettront, avec de bons conseils, de réaliser de grandes choses pour cette ville. Je ne voudrais pas être déçu de nouveau. La prochaine fois, je n'aurai pas la possibilité d'être aussi conciliant. Donc en fait, je pense que c'est le prince qui nous écrit et qui nous prévient. Là, on a échoué une fois. En effet, on a déclenché ce bris de mascarade dans le parc botanique. Il accepte les conséquences de nos erreurs, mais que la prochaine fois, il y aura des conséquences que nous devrons assumer. Prenez la carte effet désespéré, donc c'est la carte numéro 51. Sans espoir, en plus elle n'a pas exactement le même titre. Lorsque vous ratez un test de compétence, augmentez votre marqueur de volonté de 2. Et une fois que cet effet est réalisé, on doit défausser la carte. Okay. Ouais, donc ça c'est négatif. Donc je vais la mettre là. Et cette fiche, je vais la mettre avec les livrets de chapitres que j'ai déjà effectués, qui fait partie maintenant de notre passé, de notre expérience. Pour ceux qui n'ont pas encore joué, évitez à tout prix le bris de mascarade, parce qu'on voit que c'est le responsable d'une tension dans nos relations avec le prince, ce qui ne peut pas conduire à quelque chose de positif. Voilà pour l'aspect de la mascarade et du bris de mascarade. On va poursuivre maintenant sur un sujet plus confortable, puisqu'il va s'agir d'améliorer notre personnage. Quand on veut améliorer un personnage, on regarde au préalable de combien on dispose d'XP et de faveurs. Donc nous c'est 10 XP, 3 faveurs. Dans la sous-rubrique avant de commencer un chapitre,
présent à la page de mise en place, on a un récap des actions qu'on peut faire entre deux chapitres. Donc dépenser de l'XP pour augmenter vos attributs, compétences et disciplines, acheter des cartes objets dans l'inventaire d'Alex Simard avec des faveurs, et terminer une chasse. Donc on va faire les trois, ce coup-ci, puis ensuite, une fois terminées ces opérations optionnelles, on passe au chapitre suivant. Alors, en ce qui concerne dépenser l'XP, on peut augmenter donc les capacités de nos personnages en fonction d'un coût par type d'aptitude. Donc, par exemple, pour augmenter un attribut du premier niveau, on doit dépenser 4 XP. Alors nous, ce serait par exemple un attribut. Donc si on avait 0 en physique, on pourrait dépenser 4 pour gagner le premier point de physique. Mais on a déjà 2, donc là on voudrait augmenter niveau 3 par exemple. Donc pour le niveau 3, il faut dépenser 12 XP. Là on en a 10, donc on ne peut pas faire ça. Au niveau des compétences, pour acquérir le premier niveau dans une compétence, on doit dépenser 3 XP. Alors, là, c'est ce que j'aimerais faire au niveau des compétences de l'attribut physique. Je voudrais développer les capacités en athlétisme et en furtivité de Jade. Donc je peux dépenser 3 points d'XP pour l'athlétisme, 3 points d'XP pour furtivité. Au total, j'aurais dépensé 6 points d'XP, il va me rester 4 points d'XP. Comme il va me rester 4 points d'XP, je peux encore augmenter un attribut du niveau 1 ou conserver les XP restants. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour l'instant. Oui. On va dépenser 6 XP. Et donc on va augmenter athlétisme et furtivité. Parce que je voudrais développer Jade dans ses capacités vampiriques en fait. Et la furtivité, c'est quelque chose qui lui permet de ne pas être repéré. L'athlétisme, c'est ce qui lui permet de se déplacer. Je vais éviter tout ce qui est bagarre et armes, parce que c'est pas forcément les attributs qui collent à son personnage. Donc pour l'instant, c'est pas ce que je recherche. Voilà pour l'amélioration de mon personnage. On va ensuite regarder ce qu'on peut acquérir à l'aide des faveurs. Alors, ce qu'on nous dit sur les faveurs, c'est qu'elles font office de marchandises de faveurs, de devises et de dettes éternelles parmi les vampires. Au cours de la campagne, les personnages gagneront et dépenseront des faveurs. Après les prologues et les chapitres, les joueurs peuvent échanger leurs faveurs contre des objets spécifiques auprès du PNJ Alex Simard. Son inventaire se trouve dans le livre d'histoire. Inventaire d'Alex. Sinclair, 14e génération, nuisible, moins que rien. Alex Simard les a tout entendus. Paria au sein de la Camarilla, le non-vie d'Alex a été confronté à des défis nuit après nuit. Personne ne prêtait attention à ses difficultés et personne ne devrait. Il est, après tout, moins qu'un vampire aux yeux des ultra-traditionnalistes Camarilla. Cela ne l'a pas arrêté cependant, et Alex a rapidement trouvé un moyen de se rendre nécessaire pour les descendants de Montréal. Alex est un prêteur sur gage, une petite entreprise qu'il avait construite à partir de zéro. Cela signifie qu'il connaissait des gens qui peuvent lui procurer des choses, savait où les trouver et savait à qui les vendre. Il a donc commencé à reconstruire son entreprise, mais cette fois en se concentrant uniquement sur les besoins des vampires. Il a fallu des années pour qu'il en arrive là. Ces jours-ci, Alex n'est plus connu comme une vermine de sang clair, mais plutôt comme l'homme qui peut vous fournir n'importe quoi. Et effectivement, donc on a une liste de très nombreux articles qu'on va pouvoir acquérir. Il y a des règles en ce qui concerne. Voici les articles qu'Alex Simard a actuellement dans son inventaire. Au fur et à mesure que la campagne progresse, Alex pourra mettre la main sur plus d'objets, de meilleurs équipements, du sang et des armes plus puissantes, etc. L'inventaire d'Alex est divisé en 3 sections. La première est disponible à partir du premier chapitre, c'est ce qu'on voit ici. La seconde sera déverrouillée une fois que les personnages auront terminé le premier interlude. Et la deuxième sera déverrouillée à partir du second interlude. Alors, ouais, c'est un peu bizarre la manière dont c'est noté, mais on verra ça. Là, on nous dit que la première est disponible à partir du premier chapitre, donc ça, on l'a déjà
mis en place. Ah oui, d'accord. Chapitre 7, interlude 2. Chapitre 19, fin de campagne. Ok, d'accord. Donc, on peut acquérir contre un certain nombre de faveurs, donc les prix sont ici. Soit un cocktail Molotov, soit un sifflet à chien, un poing américain, un pistolet, un couteau Bowie, une batte de baseball, un bâton de hockey, un pistolet taser, une lampe torche, une fiole de sang, une potion alchimique, un fusil à pompe, un couteau papillon. Alors, pour agrémenter les possibilités de Jade, moi je serais assez tenté de matériel qui puisse lui servir vraiment en cas d'urgence, ou alors dans certaines situations telles que la tentative de fuite d'un PNJ. Parce qu'on n'a pas rencontré cette situation, mais j'ai lu dans le livre de règles que ça pouvait avoir lieu, et cette situation-là peut engendrer un, un bris de mascarade, donc ce qui est forcément très très dangereux. Après, on va pouvoir regarder de quoi il s'agit. Un cocktail Molotov, on le sait, un sifflet à chien, on imagine à quoi ça peut servir. Un point américain, je trouve ça assez peu adapté pour Jade. Un pistolet éventuellement, ça peut lui servir dans une extrême situation. Un couteau Bowie, l'avantage face au pistolet, c'est que c'est silencieux. Une batte de baseball, trop lourd. Un bâton de hockey aussi. Un pistolet taser, peut être une bonne solution aussi. Oui, un pistolet taser, ça peut être pas mal pour immobiliser un PNJ ou une proie. On va regarder ce que c'est. Pistolet taser, ah, j'aime bien ça. Numéro 8. Il est là. Hop là. Alors, ça permet de faire quoi ça? Choisissez un PNJ en fuite. Oh, bah c'est exactement ça. Oh, excellent. Votre cible prend un jeton d'immobilisation. Eh ben voilà. Eh ben, on va même pas hésiter. Donc ça coûte combien ça? Ça coûte cher. C'est 2 faveurs. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui me paraît indispensable pour éviter les bris de mascarade. On va prendre ça pour 2 faveurs. Donc je dépense 2 faveurs sur les 3 que j'ai. Ok. C'est un premier élément dont dispose Jade. De toute façon, elle est maligne. Le deuxième élément, il nous reste une faveur, une fiole de sang, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, elle n'est pas trop douée en physique, donc pour chasser, ça va être chaud. Réduisez votre soif de 1. Et ouais, on va prendre ça. J'aime bien. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire appel à la bête plus facilement. Voilà, alors ça coûte cher. Ah, ça coûte cher, cela dit, et c'est un objet. Ouais, c'est un objet qui sert une fois. Ouais, ça fait peut-être cher l'objet. Je vais voir. On va regarder ce qu'il y a d'autre. J'ai pas regardé pour le taser si on devait le défausser après utilisation. Ah oui, défausser après utilisation. Mais bon, là, c'est vraiment en cas d'urgence. Donc ça, je vais le conserver. Est-ce que, par exemple, le pistolet ou le couteau serait intéressant? Le pistolet 4, objet 4. On va regarder. Pistolet, plus 1 dans la ligne de vue lorsque combiné avec une carte combat arme. Plus 1 de ligne de vue. Ouais, par contre, ça me permet d'utiliser ma carte combat criblée. On va regarder ce qu'elle apporte. Criblée, ah ouais, c'est plus 1 en attaque. Ouais, c'est pas mal, hein. Plus 1 en attaque, sachant qu'en physique on est mauvais, en arme on a 0. Ah oui, par contre en arme on a 0. L'avantage de taillader, par contre, c'est que on n'a pas plus 1, mais ça fait office de défense également. Combiné avec un objet arme de corps. Donc on va regarder le couteau. Peut-être pas mal d'apporter un peu de variété à nos possibilités. Un peu plus de défense. Bon, maintenant, on va éviter le combat avec Jade, hein. On va vraiment éviter le combat. Donc, une arme à distance, c'est peut-être plus logique. On va regarder aussi la lampe de poche. Alors, combien il coûte le pistolet, là? Pistolet, c'est une faveur. Par contre, le couteau, c'est 2 faveurs. Donc, c'est pas dans mes prix. Ouais.
Et le sifflet à chien, on va regarder ce que c'est. Il coûte combien? Il coûte une faveur, le sifflet à chien. Après, il y a le cocktail Molotov qui est très efficace. Je l'ai déjà utilisé dans une partie test. C'est vraiment bien. Sifflet à chien. Plus 1 dé à vos tests de compétences contre les PNJ animaux. Bon, non, je ne vais pas faire ça. PNJ animaux, alors il y en aura sûrement, mais je vais prendre le pistolet pour une faveur. Allez, c'est vraiment des objets en cas d'urgence qui peuvent me servir. Je suis amené à combattre. Alors bon, j'ai 0 en armes. C'est-à-dire que j'utiliserai ma capacité physique, mais au moins j'aurai la possibilité d'utiliser ma carte criblée. Et elle me donne plus 1 dé, je crois. Ouais, en attaque, plus 1 dé. Alors bon, c'est sûr que tailladé est mieux, ça c'est avec à combiner avec un couteau, mais je n'ai pas de faveur pour ça. Bon, donc on part là-dessus. On a terminé la phase d'amélioration de notre perso, donc on va passer à la suite, qui va consister à réduire notre soif. On a vu que Jade avait trop en soif. Je ne vais pas démarrer un nouveau chapitre comme ça parce qu'elle est exposée euh, aux émotions liées à la maîtrise de la bête. Donc, eh bien, elle va aller chasser. Et donc, pour ça, on va découvrir comment cela fonctionne. Il y a une rubrique spécifique dans le livret de règles que l'on va découvrir maintenant. Pour initier une chasse, il faut ouvrir le livret d'histoire à la dernière page du livret. Non, à l'avant-dernière page, du coup. Voilà, sur la carte de Montréal. La carte de Montréal est divisée en plusieurs districts, en plusieurs quartiers. Et en fait, ces quartiers sont accessibles en fonction de notre niveau. Alors, j'ai pas bien compris comment déterminer notre niveau. Ce qui est sûr, c'est que là, on est en début de partie, donc on va choisir des destinations correspondant au niveau 0, ce qui doit correspondre à peu près à notre niveau. Puis j'enquêterai un petit peu plus pour comprendre de quoi il s'agit, euh, que cette histoire de niveau et de statut dont parle le livret de règles, parce que j'ai pas bien compris. Et alors, initier une chasse, en fait, ça va consister à choisir une victime dans le quartier où on déambule. Et la particularité de cette action, c'est qu'on ne peut effectuer une chasse qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura chassé, par exemple, le clochard, on ne pourra plus rejouer cette chasse de la campagne. Une fois qu'on aura été voir le gardien, pareil, on ne pourra plus jamais effectuer cette chasse de la campagne. Une fois qu'elle est accomplie, quelle qu'en soit l'issue, on ne pourra plus jamais la faire. Donc ça implique aussi que derrière la fiche, on note les chasses qu'on aura effectuées. Pour l'instant, Jade a soif, elle a très soif, on est au niveau 3 de soif. Donc il faut qu'elle commence à réfléchir. Donc on déambule dans ce quartier nord-est de Montréal et on commence à se demander, nord-ouest pardon de Montréal, on est à Montréal-Nord. Alors est-ce qu'on peut aller ailleurs? Ah oui, on peut aller oui, ici aussi à l'est. On peut aller au nord-ouest ou au nord-est. Donc on a 2 secteurs possibles et on a toutes ces possibilités, tous les gens qu'on croise en fait, que l'on peut éventuellement choisir comme proie potentielle. Alors, comment cela fonctionne? Donc on va dans la rubrique chasse du livret de règles et on regarde. Pour commencer une chasse, regardez d'abord la carte de Montréal. Votre statut déterminera quel district vous est accessible. Alors voilà, c'est cette histoire de statut. Bon, on doit être au statut 0 au début. Vous ne pouvez choisir qu'un district dont le niveau est égal ou inférieur à votre statut actuel. Donc voilà, on peut choisir entre Montréal-Nord et Hochelaga, parce qu'en fait, on va se rendre sur ce district pour chasser. Moi, je pense qu'on va prendre Hochelaga, voilà, ça me semble suffisant. Ensuite, régler une chasse. Lisez le texte d'introduction dans le livret de chasse. Alors, le livret de chasse, c'est celui-ci, qui est magnifiquement illustré. Et le récit vous propose de choisir entre 2 approches pour vous nourrir. Celles-ci sont basées sur l'un des 3 attributs, physique, social ou mental. Et en tant que groupe, faites un choix entre les 2 options proposées. Donc, on va ouvrir le livret de chasse en fonction de la victime qu'on vise.
Alors, la question qu'on va se poser, nous, c'est qui on va essayer de mordre, qui on va essayer d'étreindre, on va dire, pour utiliser un vocabulaire vampirique. Un junkie, une travailleuse sociale, un clochard, une prostituée, un docteur, des punks, un revendeur, une famille, un gardien, un éboueur. Sachant qu'on n'est pas du tout expérimenté en chasse. En plus, on sait que Jade, d'après ce qu'on a vu dans le prologue, elle est pas trop dans la maîtrise des pratiques vampiriques. Donc bon, il va falloir qu'on reste quand même prudent dans notre choix. Par exemple, les punks, on va éviter, hein, parce que si on se prend un coup de couteau, on n'aura rien gagné. Une famille, ça demande, à mon avis, une certaine dextérité. Des junkies, ouais, savoir s'y prendre, on risque plus de prendre un mauvais coup qu'autre chose. Travailleuse sociale, l'approche va pas être simple. Vu l'allure de Jade, je vois pas ce qu'elle irait faire. Un clochard là comme ça, c'est pas forcément très appétissant. Une prostituée non plus. Enfin, ouais, je vois pas Jade aller voir une prostituée. Un docteur. Là, par contre, ça me plaît mieux. En plus, c'est un monde qu'elle connaît puisqu'elle a fait des études dans le domaine de l'hématologie. Pourquoi pas le docteur? Un revendeur. Alors, est-ce que c'est un revendeur de drogue ou autre chose? Je ne sais pas. Un gardien, un éboueur. Bon, pourquoi pas, mais je trouve que le docteur, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour Jade et c'est ce qui correspond à son environnement immédiat. Donc pour une première chasse, elle va où elle connaît. Donc je pense qu'on va faire ça. On ouvre page, on a dit combien? Page 13 de la chasse. Donc le docteur sera fait et ne sera plus jamais à faire. Docteur à l'hôpital. Alors il est situé. Ah, il y a le plan de Montréal là. Donc on est vraiment tout au nord. Ah oui, ok. L'hôpital, il est tout là-bas, quoi. Vous passez devant l'hôpital Hochelaga Maisonneuve et ralentissez un peu. Plusieurs civils, infirmiers et infirmières, font des allers-retours dans l'imposant édifice. Vous entrez afin de voir quel type de proie s'y cache. Vous apercevez alors deux médecins occupés à griffonner sur des blocs-notes et à discuter. Vous décidez de faire de l'un d'eux votre repas de la soirée. Le seul problème est qu'il vous faudra en isoler un afin de vous nourrir discrètement. Mais comment? Alors on peut faire soit une action basée sur un test de social, soit une action basée sur un test de mental. Alors je vais même pas lire le social parce qu'on a deux, alors qu'en mental on a trois. Or, les tests de chasse sont basés sur un lancer de dés noirs et du nombre de dés noirs de notre attribut. Est-ce que les compétences comptent? Non, les compétences ne comptent pas. Par contre, on peut utiliser la volonté pour relancer les dés si nécessaire. Bien, donc on va partir là-dessus. Alors, analysez l'emploi du temps d'un médecin et tendez-lui une embuscade. C'est ce qu'on veut faire. Vous tentez d'être aussi discrète que possible. Vous remarquez finalement les allers-retours frénétiques d'un médecin. Enfin, il se dirige vers la cafétéria pour prendre un café. Ayant déjà beaucoup exploré le bâtiment, vous savez exactement où lui tendre une embuscade. Vous vous mettez alors en position et patientez, de plus en plus excité au son de ses pas qui approchent rapidement. Ok, donc, pour lui tendre une embuscade, donc réaliser cette chasse, il va falloir lancer un nombre de dés correspondant au nombre de notre attribut mental, donc 3 dés noirs. On ne lance pas de dés rouges pendant une chasse. On obtient 2 succès. Une fois qu'on a effectué ce test, si vous avez obtenu un nombre de succès égal ou supérieur à la difficulté indiquée dans le tableau, la coterie réussit. Alors le tableau, il est derrière, alors on voit qu'il y en a un là, donc il est derrière un joueur. En social, on devait obtenir 0 succès, en mental, 1. Alors il faut absolument qu'on obtienne un seul. Comptez le nombre de succès obtenus pour chaque joueur, puis retournez la page et consultez le tableau. Si vous avez obtenu un nombre de succès égal ou supérieur à la difficulté indiquée dans le tableau, la coterie a réussi. Donc là, nous, on a obtenu 2 succès. Donc on parvient
à attraper l'homme. Donc succès. Avant que l'homme ne puisse réagir, vous bondissez sur lui. Il cherche à hurler, mais vous couvrez immédiatement sa bouche et tentez de l'empêcher de se débattre. Vous enfoncez ensuite vos crocs dans son cou avant de vous nourrir goulûment. Une fois votre repas terminé, vous vous fondez dans la foule de l'hôpital. Commencez le prochain scénario avec 0 de soif. Yes. Ok, donc là, on a réussi 0, donc même j'enlève le cube. Très bien. Il y a également une petite rubrique échec, mais on ne va pas la consulter. Donc voilà, pour notre première chasse, alors c'est assez facile, hein, c'est une personne assez peu méfiante dans son environnement de travail, ça a été simple. Toujours est-il qu'on a réussi à à assouvir notre soif de sang. On ne pourra plus jamais nous nourrir grâce au docteur, donc on va noter chasse. Et donc c'était docteur, page 13. Ça c'est fait. Chasse effectuée. 2 points, docteur, page 13. Voilà. C'est la fin de la chasse et c'est aussi la fin de cette étape intermédiaire entre 2 chapitres. Donc, bon, en conclusion, on peut remarquer que c'est un moment assez intéressant, intense et riche en même temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors là, c'est vrai que dans la mesure où on avait débloqué des éléments liés au bruit de mascarade, on a découvert de nouveaux éléments, c'est pas à chaque fois, mais donc ça intensifie encore l'expérience. J'aime bien le moment de la chasse. Bon là, ça avait l'air assez simple, mais je pense que selon les proies qu'on choisit, on peut être embarqué sur des situations plus ou moins complexes. Voilà, mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'il faut un peu réfléchir, je pense, à notre choix, sans dire qu'il y a des indices contenus dans la liste. Il y a quand même, voilà, quand on voit on va être face à un groupe ou à une personne seule, c'est quand même pas la même chose. Quand on sait qu'on va être face à un membre de la société civile ou un spécialiste, par exemple de la sécurité, on sait qu'on ne s'expose pas à la même difficulté, des choses comme ça. Donc il y a quand même quelques indicateurs à travers la désignation de la proie qu'on est en train de choisir. Bon, je pense que ça fonctionne comme ça, donc on verra. Là, le docteur correspondait très très bien à Jade, et je m'en doutais un peu, parce que on a déjà commencé à acquérir de l'expérience sur le jeu et on voit comment ça fonctionne, quoi. Bon, après c'est peut-être qu'un coup de chance, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un moment intéressant. Et puis bien sûr, le fait d'avoir fait son marché, ça aussi c'est intéressant. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas indiqué le nombre d'XP restants, il m'en reste 4. Je vais l'indiquer là, en dessous. Alors je ne vais pas effacer tous les XP parce que je crois qu'on peut s'en servir si on change de personnage. Donc je vais laisser mes XP, mais là je vais indiquer les XP restants. Et puis de cette manière, on pourra en bénéficier à la prochaine étape de marché, en fait. Donc c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'aime beaucoup cette étape intermédiaire. Je la trouve bien plus intéressante que de nombreuses étapes d'entretien qu'on peut rencontrer dans beaucoup de jeux. Parce qu'elle est variée, elle peut nous surprendre, et puis elle nous permet aussi de construire notre personnage à la façon d'un jeu de rôle, donc c'est toujours très plaisant. Et en même temps, on fait ça sans savoir ce qui nous attend. Donc c'est encore une autre particularité. Après cette conclusion, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la suite de nos aventures. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre numéro 3 intitulé Au cœur des ténèbres. En attendant, amusez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse, salut!